Kaname est un perdant normé qui, pour le meilleur ou pour le pire, n'a jamais entendu parler des Hunger Games. Il aurait aimé la voir quand sa vie se transformera en une seule après avoir été incité à ouvrir l'icône du jeu maudit sur son smartphone. Une nuit, nous voyons l'ami de Kaname, Amonda, courir dans les rues comme s'il avait un psychopathe derrière lui. Eh bien, il s'avère que c'est effectivement le cas. C'est un monstre à fourrure portant un casque de mascotte d'ours et il le poursuit avec un couteau. Amonda se demande à qui il peut appeler pour obtenir de l'aide et pense à son ami Kyota, mais dit ensuite qu'il ne peut pas lui faire suffisamment confiance, alors il appelle Kaname à la place, mais malheureusement il se retrouve dans une impasse et le mec à fourrure le rattrape. Il essaie de riposter au lieu de pisser dans son pantalon et lui lance un tas de coupe-papier comme un enfant de maternelle, et le gars à fourrure évite simplement les lames puis se coupe le cou comme un pro. Après cela, il reste là et regarde sa nouvelle basse qui vient de devenir habile, bouche bée, perdue. Le lendemain matin, nous voyons Kaname vérifier en ligne quelques vélos lourds d'occasion tout en s'interrogeant sur son cul cassé et ses poches vides. À ce moment-là, son ami Yoda s'approche et lui demande s'il a vu le street art à l'extérieur de la gare. Il dit que récemment, les contours pixelisés de son street art sont apparus partout à Shibuya et les gens en ont fini avec ça. Il lui montre quelques photos et pense à quel point c'était effrayant et intéressant. À ce moment-là, leur ami Hiroyuki entre et leur demande s'ils ont vu le cul mort de Hamada quelque part. Ils disent qu'il est peut-être absent, puis lui demandent comment lui et Hamada ont obtenu leur nouveau vélo et s'ils ont trouvé un joli travail à temps partiel quelque part. Hiroyuki dit que ce n'est rien de tout ça et leur dit de lui faire savoir s'ils voient Hamada quelque part. À ce moment-là, Kaname dit qu'il a reçu une notification étrange de sa part la nuit dernière et décide de la vérifier tout à l'heure. Il voit qu'il s'agit d'un lien de téléchargement vers une sorte de jeu mobile gratuit et l'ouvre instantanément comme un nerd. Le nom du jeu est le jeu de Darwin et il se demande si Hama n'en est pas simplement devenu accro et c'est pourquoi il sèche l'école. Sachant de quoi il s'agit, Hiroyuki se retourne et dit à Kaname de ne pas ouvrir l'application et tout comme votre joueur typique de League of Legends, il décide de faire exactement le contraire et lance le jeu. Soudain, un serpent sort de l'écran et lui mord le cou et Kaname tombe au sol comme un PNJ Dragon Ball. Pendant ce temps, l'écran du mobile indique qu'il a été confirmé comme nouveau joueur et que son ami Hamada est déjà mort et que le jeu commencera dans 1 heure. Ses amis portent son idiot à l'infirmerie et le mettent au lit. Il dort un petit moment et reprend bientôt ses esprits. L'infirmière lui dit de retourner en classe s'il se sent bien, mais il dit qu'il se sent très mal et remplit un formulaire pour un congé anticipé. Après cela, il sort et rencontre Hiroyuki et Yoda qui envisagent également d'abandonner le cours. Yoda suggère qu'ils aillent au karaoké, mais Hiroyuki s'approche de Kaname et dit qu'il y a quelque chose de sérieux dont il veut discuter à propos du jeu que Hamada lui a envoyé et qu'il viendra le rencontrer chez lui ce soir. Kaname se demande ce que dit son petit cul, mais dit et le laisse partir. Il part ensuite profiter de la journée avec Yoda. Plus tard dans l'après-midi, alors qu'il rentrait chez lui en train, il décide de faire la merde la plus stupide qu'il puisse faire et ouvre l'application de jeu en faisant exactement le contraire de ce dont son ami l'avait littéralement prévenu il y a quelques heures à peine. Il voit son personnage chibi à l'écran et dit qu'il en faisait juste tout un plat et que c'est juste un jeu normal. Ses combats et victoires comptent le 0 rouge avec le bouton de démarrage ci-dessous. Il appuie dessus et fait la queue et est instantanément associé au meurtrier psychotique à fourrure Banda. Katana Mae reconnaît le mec à fourrure comme la mascotte du club de baseball local et se demande comment le jeu a obtenu son nom dans Avatar alors qu'il n'a même pas encore créé de compte. À ce moment-là, il se retourne et voit le vrai Banda assis en face de lui sur un siège, tenant un couteau à la main. Il se lève et commence à marcher vers lui comme un sale type, puis utilise une lourde attaque sur Kaname avec son couteau. Kaname esquive de côté et demande ce qu'il fait, mais Banda continue de l'attaquer sans un mot. Kaname bloque son couteau avec son sac, puis lui donne un coup de pied avant de courir pour sauver sa vie et descendre du train. Il court vers un poste de police voisin et dit au policier que ce monstre essayait de le tuer. Le policier pense qu'il est lui et tente d'arrêter Banda, mais lui dit qu'il n'est que de la chair à canon et le coupe d'un seul coup. Il s'approche ensuite et porte le coup final sur Kaname, mais se fait soudainement tirer dessus par une arbalète dans le dos. Il s'avère que c'est Hiroyuki qui se tient derrière lui avec l'arme.
Il dit à Kaname qu'il gagnera le match s'il parvient à échapper au tueur ou à épuiser le chronomètre sur son écran. Bami utilise le jutsu d'invisibilité et disparaît de la scène comme la vie sociale d'un weeb, mais Hiroyuki lui dit de se faire éduquer au Sharingan et met une autre flèche dans son casque. Banda est surpris et son invisibilité disparaît, mais il le charge ensuite comme un maniaque et le poignarde au ventre. Kaname récupère Hiroyuki et sort pour l'emmener vers une ambulance. Il lui demande ce qui se passe et comment Banda est devenu invisible, et Hiroyuki explique que cela doit être le pouvoir de son sceau et que c'est le jeu de Darwin. Kaname emmène ensuite Hiroyuki dans un parking et il s'y cache de la mascotte à fourrure sadique. Il essaie d'appeler une ambulance, mais Hiroyuki révèle que pendant le jeu, il ne peut passer aucun appel ou message à quiconque en dehors du jeu. Ils sont tous les deux assis là et regardent Panda les chercher dans les environs. Lorsque deux joueurs sont en match, leurs écrans affichent la position de chacun, ce qui permet au tueur de trouver plus facilement sa proie. Banda finit par limiter son emplacement au parking et entre pendant que nos mecs restent cachés. Kaname reçoit un message d'une personne nommée Shuka qui lui dit qu'elle peut l'aider s'il le souhaite. Hiroyuki lui dit de s'enfuir et de le laisser derrière lui et qu'il sera beaucoup plus en sécurité avec son cul fouillable loin de lui. Après avoir entendu cela, Kaname court et se montre à Banda, puis court partout en le faisant courir après lui comme un sketch des Looney Tunes. Il quitte finalement Banda pour les toilettes où il se cache dans les casiers. Banda entre et dit que sa mère psychiatrique flippe et sort une arme à feu de sa poche. Il dit qu'il l'a obtenue du policier plus tôt et a commencé à tirer sur tous les stands à l'intérieur. Mais juste à ce moment-là, Kaname joue la carte inversée et lui saute dessus par derrière avec un extincteur et le pousse vers le bas. Il se met alors sur lui et commence à le frapper, mais Banda le fait tomber d'un seul coup de poing au visage, puis commence à marcher vers lui avec son couteau et l'invisibilité activée. Kaname pense qu'il est fini, mais à ce moment-là, l'armure de l'intrigue entre en jeu et le camion envoie son petit cousin, la voiture Kun, conduite par quelques idiots, qui se heurtent au monstre à fourrure invisible et le renvoient à voler contre le mur. Après cela, ils pensent donc qu'ils ont dû heurter quelqu'un et s'en vont précipitamment. Une fois les PNJ partis, Bama redevient visible et révèle qu'il a perdu. L'écran de Kaname confirme le fait, puis il voit Bana disparaître morceau par morceau comme une réalité virtuelle pixelisée, alors qu'il dit qu'il s'est amusé en jouant au jeu contrairement à son travail de merde et disparaît de la scène, laissant derrière lui un contour de corps pixelisé où il est aux morts. Après cela, Kaname se souvient qu'il a un ami mourant en bas et commence à courir vers lui en appelant une ambulance. Mais lorsqu'il atteint les lieux, il n'y voit qu'un contour de corps et se rend compte qu'Hiroyuki est mort. C'est à ce moment-là qu'il reçoit son dernier message qui lui dit de survivre. Quelque part sur un toit, la jeune fille blonde, Shupa, reçoit une notification indiquant que son ami de jeu, Kaname, a vaincu Banda et dit qu'elle est ravie de jouer au jeu avec lui. Le lendemain matin, Kaname se réveille chez lui et lit les journaux de son compte de jeu. Il lit qu'il a gagné un match classé et qu'il a gagné 10 points. En plus de cela, il est classé jusqu'au niveau D3 et sa vie est toujours misérable, mais il a déverrouillé la fonction gacha. En lisant ce mot, il se souvient d'Asmongold pendant un moment, puis s'essaye au rare gacha pour un point et remporte une arme de poing 2 étoiles. Soudain, il reçoit une livraison d'Amazon lancée dans son appartement. Il ouvre la boîte et trouve une arme à feu à l'intérieur et se demande à quel point ce jeu est foiré. Après cela, il parle avec Shuka sur Tex et il décide de se retrouver la nuit dans un entrepôt abandonné et elle lui expliquera les détails du jeu. Au début, il est sceptique quant à y aller, mais décide d'y aller quand même, sinon il n'apprendra jamais rien sur le jeu. Il laisse son arme derrière lui, mais investit tout son argent dans un sac à dos rempli d'outils d'autodéfense. Pendant ce temps, certains joueurs du 8e clan essuient le sol avec des membres Yakuza et les détruisent complètement en tuant tout le monde, y compris leur patron. Ils semblent n'enquêter sur les décès récents de joueurs, mais l'un d'eux est toujours en suspens dans leur cas. Plus tard dans la nuit, Kaname rencontre Shuka dans l'entrepôt et elle lui permet de poser une question avant de lui faire pleinement confiance. Il lui a demandé un moyen de quitter le jeu, mais elle dit que jusqu'à présent, la seule façon de quitter le jeu est soit de mourir, soit de le gagner complètement. Il pense que tout cela n'est que de la bêtise, mais elle dit qu'elle n'a pas établi les règles et qu'elle n'est qu'une joueuse également. Après cela, elle commence à l'interroger et à lui poser des questions sur son sigil.
Elle dit que lorsqu'un nouveau joueur commence le jeu, il est mordu par un serpent qui lui confère des pouvoirs évolutifs uniques qui lui permettent de jouer à ce jeu. Même s'ils ne savent pas quand cela arrivera, ils devraient pouvoir l'utiliser naturellement, et cela le lui indiquera également sur leur écran. Kaname vérifie sur son écran le nom de son sigil, mais il n'y indique qu'une erreur, et Shuka dit qu'elle ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui ne connaît même pas son sigil. Après cela, elle envisage de l'attaquer, mais Kaname l'aveugle avec une lampe de poche et commence à s'enfuir pour sauver sa vie. Il se précipite vers l'entrée, mais Shuka ferme la porte avec la télécommande, puis l'attaque par derrière avec une chaîne modifiée. Kaname s'enfuit et se cache derrière des tuyaux, mais Shuka allume toutes les lumières et court à l'air libre. Il essaye de vérifier toutes les sorties, mais elles s'avèrent toutes verrouillées et Shuka dit qu'il n'a plus nulle part où courir. Elle dit qu'elle était douce avec lui pour qu'il puisse lui montrer son sceau, mais on dirait que ce sera une déception et décide de l'achever avec ses chaînes. Son sceau est de pouvoir contrôler ses chaînes avec son esprit, et elle les utilise pour le poursuivre alors qu'il court pour sauver sa vie. En s'enfuyant, Kaname entre dans la mentalité d'un joueur de League of Legends et commence à se plaindre de la conception du jeu et de l'équilibrage de l'équipe, et crie que s'il avait eu une arme en ce moment, il n'aurait pas pu riposter. À ce moment-là, une arme à feu apparaît soudainement dans ses mains, et il se demande si Morda a enfin écouté son appel et se retourne pour tirer sur Shuka. Shuka est surpris en voyant une arme à feu apparaître dans ses mains et évite à peine la balle. Après cela, Kaname continue de courir tandis que Shuka le poursuit et il continue de lui dire d'appeler cela un match nul et qu'il ne veut vraiment pas la combattre. À un moment donné, il a eu le temps de prendre une pause et il pense à ce qu'elle a dit à propos de sigil comme étant aussi naturel que respirer. Il repense au moment où il a fait apparaître le pistolet dans sa main, puis utilise son seau pour créer du ruban adhésif et du fil et lui tend un piège. Après cela, il l'attire près du coffret électrique et lui tire dessus avec le pistolet branché sur un tuyau. Shuka esquive la balle, mais elle éteint les lumières. Kaname révèle qu'il avait préalablement ajusté ses yeux à l'obscurité afin de pouvoir l'attaquer dans le noir, puis se précipite vers elle tout en évitant ses chaînes. Après s'être rapproché, il crée un pistolet paralysant dans ses mains et pousse Shuka au sol, puis se met sur elle avec son arme de poing pointée vers son visage. Il lui dit qu'il ne veut pas qu'elle disparaisse petit à petit comme les autres, et elle se rend compte qu'il dit la vérité et qu'en réalité, il ne sait pas de quoi il s'agit dans tout le jeu. Elle dit que cela s'appelle une mesure de perte totale de points et accepte la défaite, et dit qu'elle obéira désormais à ses ordres. Certains de ces points sont transférés à Kaname et notre mec gagne son premier souvenir. Une fois le combat terminé, il tombe sur ses genoux, s'endort et ouvre les yeux le lendemain dans son lit. Après s'être levée, elle lui dit qu'elle aimerait qu'il fasse une palourde avec elle en jeu. Elle lui parle également de la fonction d'abri qui permet aux joueurs d'échanger 10 points contre la suppression de leur nom de la liste des concurrents du match de classe. Konam vérifie son solde et il est maintenant à 639 après avoir gagné contre Shuka hier soir. Après avoir guéri tout cela, il accepte sa demande de créer un clan et elle dit que pour créer un clan, il faut être au moins de rang B2. Il lui demande si ce n'est pas elle qui devrait créer le clan puisqu'elle est déjà au rang 4. Mais elle dit que dans des situations comme celle-ci, un garçon doit prendre les devants et nous savons tous où cela mène. Droite, sur ce, elle lui dit qu'elle les appellera ce soir et ils se séparent. Sur le chemin du retour, Kaname essaie de convertir 10 points en espèces, juste pour voir comment cela fonctionne et cela lui rapporte 1 million de yens sur son compte bancaire. Pour vous, les weebs américains, cela représente environ 6700 $ de plus que ce que vous avez sur votre compte. Le lendemain, Kaname se rend à la statue Moai de Shibuya, recouverte d'une feuille de plastique pour une raison quelconque. Bientôt, Shuka arrive sur les lieux et dit qu'ils vont maintenant avoir leur premier rendez-vous. Il lui pose des questions sur la notification d'événements qu'ils ont tous reçus. Elle dit que l'événement aura lieu ici même, à Shibuya, et qu'il est tout à fait naturel pour eux de se familiariser avec le terrain avant qu'il ne commence. Elle dit que pour l'instant, ils iront au parc Yoyagi, et en chemin, elle lui explique quelques règles du jeu. Règle numéro 1. Ne parlez jamais du jeu aux normés et ne divulguez jamais d'informations à ce sujet à des personnes extérieures. Il est donc préférable de l'appeler simplement le jeu lorsque vous êtes en public et certaines personnes l'appellent également le jeu D. Elle lui dit alors que vous devriez être particulièrement sur vos gardes autour de Shibuya car récemment un incident s'y est produit au cours duquel 12 personnes ont perdu la vie et sont mortes
près de la statue qui avait été recouverte plus tôt. L'endroit est également contrôlé par le 8e clan, il y a donc généralement beaucoup de joueurs dans la zone. Après cela, ils retournent à la gare et visitent certains centres commerciaux pendant que Chupa achète des vêtements. Pendant ce temps, l'un des joueurs, appelé l'analyste, qui surveille Kainam et ses réalisations jusqu'à présent, vend des informations le concernant à un membre du Danjo Boxing Club. En retour, elle demande des informations sur la récente notification de l'événement de chasse au trésor et il dit que la seule chose qu'il sait est que tous les joueurs n'ont pas reçu cette notification. Après cela, il se dirige vers la station car il a ses propres projets pour Kaname. D'un autre côté, Kaname attend dehors que Shuka finisse de se maquiller et se fait soudainement voler son téléphone par le gars du club de boxe qui le cherchait. Le gars révèle son visage et lui dit de le suivre. En chemin, il dit que normalement, une personne ne peut pas utiliser le téléphone de quelqu'un d'autre pour jouer au jeu, mais que ce sera toujours un problème de perdre son téléphone. Nous devrions donc le suivre tranquillement. Après cela, il l'emmène dans une ruelle et dit que les gens parlent de lui comme du noob solo, qui a vaincu le fameux chasseur de recrues à fourrure et la reine invaincue. Sur ce, il le défie dans une bataille sur place et dit qu'il a toujours voulu s'essayer contre un joueur fort et gravir les échelons du classement. Kaname dit qu'il ne veut combattre personne et qu'il a simplement été entraîné dans le jeu sans savoir dans quoi il s'embarquait. Mais l'autre gars n'avait rien de tout cela et a commencé à se battre en lui lançant des coups de poing. Il lui assène immédiatement un solide coup au visage et le fait tomber à plat au sol. Se sentant déçu, il lui dit d'appeler Shuka ou celui qui change ses couches et il les attendra jusqu'à ce qu'il en ait fini. Mais ensuite, Kainme dit surprendre la mère Flipper et le frappe avec un pistolet paralysant sur la jambe. Il dit qu'il ne travaille avec personne, qu'il joue seul et se prépare à le frapper à nouveau. Le boxeur se demande où il gardait ce pistolet paralysant et la première pensée qui lui vient à l'esprit est son cul. Mais ensuite, il reprend ses esprits et dit que cela doit être lié à son cigare. Après cela, Kaname se précipite vers lui et essaie à nouveau de le frapper avec le pistolet paralysant, mais il le repousse avec un genou au visage. Kaname recule et prend son téléphone en otage en plaçant son pistolet paralysant dessus et en disant qu'il le fera frire à moins qu'il n'accepte la défaite. Pendant ce temps, Shuka sort de la salle de bain et se demande où est allé son esclave, puis reçoit un appel de la fille analyste qui lui dit qu'elle a enquêté sur la personne qu'elle a demandé et qu'il semble qu'elle n'appartienne pas au Danjo Boxing Club. Elle dit ensuite qu'elle a également vérifié le 8e clan et même si elle a peu d'informations sur leur nouveau membre, Sig, elle ne pense pas qu'il soit leur homme. En plus de cela, elle a peu ou pas d'informations sur le vin car il a tué tous ceux qui l'ont rencontré et faire parler les morts ne fait pas partie de ses compétences. Shuka dit qu'elle lui paiera le triple du montant si elle parvient à trouver des informations sur la personne qu'elle recherche, puis l'analyste lui demande si elle veut des informations sur Katame. En entendant son nom, Shuka devient folle et lui dit de lui donner toutes les informations qu'elle a sur lui et elle la laissera vivre. Après cela, elle sort à sa recherche et le voit combattre le boxeur blond dans une rue. Elle commence immédiatement à attaquer le boxeur avec ses chaînes, mais il les esquive toutes. Après cela, Kaname le menace à nouveau et le gars se rend. Il se présente ensuite comme Inukai du Danjo Boxing Club. Il récupère son téléphone et dit que la chasse au trésor est sur le point de commencer. Il regarde tous les écrans de leur téléphone et soudain, des boîtes de téléportation s'enroulent autour de leur corps. Shuka dit que cela se produit avant la téléportation lors des événements et il semble qu'ils seront tous séparés. Avec cela, Kana peut être envoyé dans une chambre à l'intérieur d'un hôtel et il regarde son écran et se demande s'il s'agit simplement d'un jeu de chasse au trésor amical normal. Il y a un total de 300 joueurs dans le jeu, dont Wine, les analystes et quelques autres. Le but de l'événement est de collecter des anneaux et quiconque ne sera pas en mesure de collecter au moins 3 anneaux d'ici la fin de l'événement verra sa partie terminée. Les jeux de la fin. L'édition Treasure Hunt commence avec une fille en uniforme scolaire attaquant Wine avec une attaque de flamme, puis tombant instantanément du toit, marquant le début de ce festival de massacre. D'un autre côté, Shuka parcourt les rues de Shibuya à la recherche de son animal de compagnie, Kaname, alors qu'elle rencontre le contour du corps de la jeune fille qui est tombée plus tôt. Les gens sont rassemblés autour pour prendre des photos, mais soudain, un bruit aigu vient du ciel et une fois que c'est fini, tous les normaux commencent à rentrer chez eux comme s'ils étaient hypnotisés.
Shuka note qu'ils ne doivent pas vouloir que les normés mettent leurs pattes lors de l'événement et ils les ont donc tous fait partir. De retour à l'hôtel, Kaname lit les instructions pour l'événement et la mascotte serpent sur l'application raconte qu'il s'agit d'une chasse au trésor où les joueurs peuvent collecter beaucoup de points. Le trésor est dispersé dans la zone sous la forme de 7 types d'anneaux différents avec différentes pierres précieuses. Chaque anneau peut être échangé contre un nombre spécifique de points et les joueurs peuvent se battre pour eux s'ils le souhaitent. Tous les joueurs sont configurés en mode Battle Royale, mais ils ne peuvent pas utiliser la fonction de recherche avant la fin de l'événement. En plus de cela, ils ont accès à l'affichage de cartes et aux applications de caméra AR, ce qui les aidera dans la chasse. Enfin, tout joueur qui n'a pas au moins 3 anneaux à la fin de l'événement perdra la partie et sera essentiellement envoyé à Narnia. Quitter la zone de l'événement entraînera également la fin instantanée de la partie. Kana se rend peut-être compte qu'il n'y a que 300 anneaux dans ce premier tour, ce qui signifie qu'il ne restera qu'un tiers des joueurs à la fin, et cela seul ne semble pas très amusant et amical. Il décide d'appeler sa maman Shuka avant de pisser dans son pantalon, mais l'opérateur à l'autre bout du fil dit qu'il ne peut pas le faire car ils sont en jeu et vous ne devez contacter les autres qu'en utilisant leur buggy dans la fonction de chat du jeu. Il utilise ensuite l'application d'affichage de la carte et voit de nombreux anneaux sur la carte, puis utilise l'application de caméra AR pour voir que la ville à l'extérieur ressemble à des ruines lorsqu'elle est vue via l'application. En plus de cela, il y a des lumières rouges à différents endroits qui indiquent des sonneries et l'une d'elles se trouve juste à côté de lui, sous le lit dans sa chambre. Il se penche et récupère la bague et il s'avère que c'est une bague en or du jeu Sonic the Hedgehog sur Sega. Il ressemble à un bracelet rubis vu depuis l'application de caméra AR et il vaut 500 points, ce qui équivaut à 335 000 $ de plus que le cul cassé d'elle. Il ouvre alors sa porte pour sortir mais commence à chier dans son pantalon lorsqu'il voit un corps se dessiner juste à l'extérieur de la pièce. Il essaie de glisser contre le mur et de l'éviter, mais s'enfouit dans un autre contour sur le mur et se rend compte qu'il a de réels ennuis. Il y a plus d'un joueur à l'intérieur du bâtiment de l'hôtel et il doit courir dehors s'il veut vivre. Il vérifie son environnement avec l'application de caméra AR et remarque divers anneaux lumineux rouges se déplaçant à différents étages, ce qui signifie que ce sont des personnes qui les ont récupérés. Il court vers l'ascenseur qu'il descend, mais utilise ensuite son cerveau pour une fois et décide d'utiliser l'escalier à la place. Il crée une arme de poing avec son seau et remarque que quelqu'un arrive à son étage. Il décide de les combattre s'il le faut, mais commence instantanément à regretter quand il voit que c'est un fantôme de Call of Duty, prêt à le déchirer plein de trous avec sa mitrailleuse. Il commence à courir comme du fourrage d'animé, mais voit ensuite d'énormes racines d'arbres bloquer toutes les sorties vers le rez-de-chaussée. Il commence à se précipiter vers l'ascenseur, mais Ghost rattrape son cul paresseux et dit que la partie est terminée. N'ayant plus d'autre choix, il lui jette sa bague et dit qu'il n'a rien d'autre à donner, donc ça devrait suffire. Mais Ghost continue de regarder ses fesses et se demande si c'est vrai. Notre garçon, Kaname, réalise ce qu'il pense et supplie pour sa vie en disant qu'il n'a vraiment rien qui vaut son temps. Mais Ghost dit qu'il tient une arme à feu et que quiconque est prêt à tirer avec une arme à feu devrait également être prêt à prendre une balle lui-même. Il lui dit alors au revoir B et se prépare à lui percer un nouveau trou, mais sa gâchette se bloque et l'arme ne tire pas. Kan-Ma voit cela comme une opportunité et se retourne avec son arme pointée sur lui et dit qu'il lui tirera dessus s'il ne se rend pas. Ghost regarde son cul de poule mouillé ringard et lui dit d'aller de l'avant et de tenter le coup en sachant qu'il n'a pas les couilles pour appuyer sur la gâchette. Il fixe ensuite son arme juste devant lui puis la pointe en arrière. À ce moment-là, l'ascenseur arrive et ses portes s'ouvrent. Les fantômes passent simplement devant lui et entrent à l'intérieur et disent que peut-être que ces balles ne valent plus pas la peine d'être gaspillées contre lui et prend congé. Après son départ, Kaname tombe par terre et se demande ce qu'il y a de si amusant à tuer les autres, puis dit que malgré toutes ces conneries, il doit mettre la main sur 3 anneaux, sinon il mourra. Il accepte ses idéaux de poule mouillée et dit qu'en fin de compte, s'il veut survivre dans ce jeu, il doit en tuer d'autres, et c'est tout. Bientôt, l'ascenseur arrive et il décide d'entrer mais s'arrête lorsqu'il entend une jeune fille lui parler par derrière. La jeune fille s'avère être l'analyste et elle l'avertit que s'il ne veut pas mourir, il ne doit pas monter dans l'ascenseur. Il dit qu'un enfant ne devrait pas participer à ce jeu et dit que l'escalier est bloqué par des arbres étranges, donc l'ascenseur est la seule issue.
Mais ensuite, il se retourne pour regarder à l'intérieur de l'ascenseur et trouve Monsieur Fantôme mort avec des vignes et des branches dans ses trous. La jeune fille lui dit qu'à partir de là, il est clair que les joueurs à l'intérieur sont piégés par quelqu'un avec un signal pour contrôler les plantes et qu'ils les gardent tous en otage. Kaname dit que lors de son arnaque précédente, il pouvait voir plus de 10 joueurs dans le bâtiment et la fille dit qu'il y en avait 25 à l'intérieur au départ. Elle se présente ensuite comme Rin, l'analyste, et suggère qu'en tant que rat acculé, il devrait faire équipe jusqu'à ce qu'il s'échappe de cet hôtel. Pendant ce temps, quelque part en dehors de la zone de jeu, les Illuminati se rassemblent pour regarder cette chasse au trésor diffusée en direct. L'annonceur révèle que le meilleur gagnant jusqu'à présent est Shuka, avec 1900 points et 6 anneaux. Elle avait 49 ans et plus jusqu'à sa défaite face au Solomu, mais elle est toujours une combattante forte. En deuxième position, c'est le chef du 8e clan, Wong, avec 5 anneaux, mais son clan compte au total plus de 18 anneaux. Après cela, à partir de la 3e place, c'est gratuit pour tous avec beaucoup de choses qui se passent dans la tour centrale de Shibuya qui est entourée de vignes et de plantes. À ce moment-là, l'hôte du casino arrive et rencontre un vieux mec riche. Il révèle qu'elle s'appelle Thémis et se présente comme la gérante de la Trinité. Je suis sûr que Dieu a quelque chose à dire à ce sujet. Quoi qu'il en soit, alors qu'ils regardent à nous tous l'écran, ils voient 4 noobs courir après Shuka, pensant qu'ils ont l'avantage sur elle avec leur nombre. Mais Shuka leur rappelle que les noobs sans valeur, avec une valeur nulle, sont tous pareils, peu importe leur nombre, car 0 multiplié par 4 est toujours 0. Elle en tue d'abord 2 et s'enfuit, les laissant perdre leur souffle à la poursuivre. Ils lui tirent dessus avec leur seau, mais elle les met immédiatement au repos avec une seule attaque et se demande ce que fait Kaname. Thémis dit qu'elle aime Shuka, mais le vieil homme dit qu'il préfère les garçons et qu'elle aurait été parfaite si elle avait été un homme. Thémis note son cul misogyne et dit que malgré tout cela, les joueurs et les téléspectateurs profitent tous de cet événement alors qu'ils se battent pour l'argent et les signaux puissants, et c'est certainement une expérience unique. De retour à l'hôtel, Rin donne à Kaname un discours de motivation sur la beauté de s'enfuir et de ne pas tuer les autres, et ils forment tous les deux une alliance pour le moment. Il entre dans l'ascenseur pour voir le corps du fantôme, qui est probablement un vrai fantôme maintenant, et copie également sa mitrailleuse pendant qu'il y est. Il descend ensuite les escaliers pour voir s'ils peuvent dépasser les racines, mais il note qu'ils auraient besoin d'une tronçonneuse pour cela et qu'ils ne peuvent pas encore en créer une. Il demande ensuite s'il peut descendre par la fenêtre avec une corde ou quelque chose comme dans les films, et Rian lui dit qu'ils sont en haut de 40 étages, et même s'il peut vivre avec son armure d'intrigue, elle n'est qu'un personnage secondaire, donc il n'y a aucun moyen qu'elle prenne cette corde. Après cela, ils commencent bien à tous à monter les escaliers, et il lui demande si elle sait qui pourrait se trouver derrière ces plantes, et elle dit qu'elle n'a pas assez d'informations pour l'attribuer à une seule personne, mais c'est quelqu'un appelé la forêt. Il ne se montre jamais et pose des pièges pour tuer les autres avec ses plantes. Elle dit que cela signifie qu'ils seront relativement en sécurité tant qu'ils resteront aux étages supérieurs. En entendant cela, Kaname se demande si tout cela est vrai parce que les joueurs dans les ascenseurs sont morts. Pourquoi n'ont-ils pas été téléportés et transformés en street art comme les autres? Cela signifie qu'ils sont tous vivants et pourraient s'en prendre à lui. Il utilise sa caméra aérienne et voit plusieurs joueurs courir après eux au coin de la rue. Il attrape Ryan et commence à reculer, et il remarque que tous les joueurs des ascenseurs ont des branches qui en sortent et qu'ils ont fait équipe pour une raison quelconque. Ryan lance une grenade flash et les étourdit tous, et ils courent tous les deux à l'étage pour s'éloigner d'eux. Kaname utilise son téléphone et note qu'ils les poursuivent toujours et se demande comment ils connaissent leur emplacement alors qu'ils n'ont pas de sonnerie. Rin dit qu'ils pourraient tous être contrôlés par le fleuriste en utilisant une drogue de lavage de cerveau provenant de ces plantes et qu'ils pourraient avoir un outil sensoriel pour suivre leur emplacement. Sans plantes autour d'eux, cela n'a aucun sens pour Kaname et il commence à regarder autour de lui et se rend compte que la forêt est dans la salle de surveillance et qu'il utilise les caméras de sécurité du bâtiment pour les surveiller. Kaname abat la caméra et dit qu'il ira dans la salle de surveillance et sortira son cul de voyeuriste. Après cela, ils commencent tous les deux à courir autour du bâtiment et détruisent autant de caméras que possible. Après cela, ils pénètrent dans une pièce verrouillée que Ryan a préparée lors de son arrivée dans le bâtiment. Ils commencent à planifier leur prochain mouvement et élaborent un plan à deux pour distraire la forêt avec des bombes, pendant que l'autre personne le trouve et le bat dans une bataille en tête-à-tête.
Pendant ce temps, le fleuriste demande à ses hommes de fouiller tous les couloirs par paire et nettoie tous les étages un par un. Une fois que ces hommes ont fait leur ronde, ils se demandent où est passé le couple en fuite et restreint leur emplacement à la pièce exacte en fonction de l'itinéraire qu'ils ont emprunté pour détruire les caméras. Ils se demandent s'ils avaient une faucille qui leur permettrait de pénétrer dans une pièce fermée à clé sans obtenir les clés car ils sont tous stockés au premier étage qui est bloqué par les arbres. Ces hommes finissent par pénétrer dans la pièce mais ils la trouvent vide. Ils notent qu'il y a des signes de la présence du couple et disent qu'ils doivent être à proximité, mais tout à coup, ils entendent tous une explosion venant de quelques étages en dessous d'eux. Il envoie ses hommes à la barricade de l'escalier du 20e étage et nous voyons Rin essayer de faire sauter les routes avec des bombes. Le plan n'aboutit pas car les routes s'avèrent trop épaisses, mais tout cela est conforme à leurs attentes. Elle lance ensuite une grenade flash et étourdit tous les joueurs en état de mort cérébrale qui la poursuivent, puis utilise un pistolet paralysant pour se frayer un chemin devant eux. Elle commence à courir à l'étage et on la voit esquiver les balles comme Neo de Matrix. Il s'avère que sa faucille ait la capacité de calculer des informations sur tout ce qui l'entoure, y compris l'emplacement exact et les effets de chaque atome dans la zone. Cela lui permet de prédire l'avenir dans une certaine mesure et constitue essentiellement une arnaque au Sharingan. Cette capacité s'appelle la plaie d'après le concept démoniaque et elle l'utilise pour recueillir des informations sur les autres et les vendre pour survivre dans le jeu dé. En plus de cela, elle est également capable d'esquiver les attaques et d'abattre les autres, comme si elle avait un niveau d'observation avancé au hockey. Elle utilise ses capacités OP pour abattre tous les hommes en état de mort cérébrale qui la poursuivent, ce qui amène le fleuriste à s'interroger sur son sigil. Pendant ce temps, Kanam se déchaîne et descend au premier étage à l'aide d'une corde suspendue à la fenêtre. Il arrive au hall de réception principal et commence à marcher vers la salle de surveillance, mais ensuite le fleuriste sort lui-même et dit qu'il aimerait discuter avec le garçon avant qu'ils ne commencent de tous les deux à se battre pour s'entretuer à cause d'un jeu des plus stupides. Il lui demande alors pourquoi il joue à ce jeu et dit qu'il vient de s'y laisser entraîner. Le fleuriste lui dit qu'il joue pour de l'argent et que la vie d'une personne vaut entre 100 et 200 millions de yens. Cela représente environ 670 000 à 1 350 000 $ pour vous, les brokies américains. Après cela, il équipe son armure végétale et commence à se précipiter vers Kaname. Il lui lance une bombe, mais cela ne fait rien au gars de l'usine et il saute avec un gros coup de poing qui brise le sol. Kaname recule pour esquiver et essaie de lui tirer dessus avec son arme de poing, mais des plantes sortent du sol et lui font tomber l'arme des mains. Kaname dit que cela signifie qu'il peut devenir sérieux et utilise son seau pour créer une mitrailleuse qu'il a copiée plus tôt et commence à lui tirer dessus avec une tonne de balles. Mais à sa grande surprise, les balles rebondissent sur son armure dure et utilise une vigne pour briser l'arme qu'il tient dans les mains. Le fleuriste dit que c'est un échec et mate pour lui car il est vu à travers son seau et que c'est la capacité de créer n'importe quelle arme qu'il a vue auparavant, mais cela a une limite. Kaname pense qu'il a raison et qu'il peut tout au plus utiliser ses capacités plusieurs fois à cause des graves maux de tête et de la douleur qu'il ressent dans son corps. Il crée ensuite une autre mitrailleuse et lance une bombe sur le gars de l'usine. Le fleuriste dit qu'il savait qu'il allait le faire et se rapproche vraiment de lui, prêt à le frapper, mais Kaname sourit avec une grenade flash à la main, les yeux fermés. Il l'utilise pour l'étourdir puis disparaît de la vue. Il s'enfuit, mais le fleuriste le rattrape instantanément et le renvoie voler avec un coup de poing boisé dans les tripes. Il se lève et essaie de lui tirer dessus, mais le fleuriste fabrique un bouclier et dévie simplement toutes ses balles, puis le repousse d'un autre coup de vigne. Kaname tombe au sol et le regarde marcher vers lui comme le boss final qui a gagné. Il se demande si c'est la fin pour lui, mais alors l'armure du complot entre en jeu et il commence à entendre la voix de l'homme en lui. Son signal lui indique comment il peut non seulement produire des objets qu'il a touchés une fois, mais il obtient également toutes les informations sur cet objet et comment l'utiliser au mieux. La dernière fois qu'il a tiré sur le gars de l'usine, il a dû utiliser son bouclier, ce qui signifie qu'il considérait ses balles comme une menace. Fort de ces informations, il sait comment percer sa défense et remporter la bataille. Boosté par ce monologue interne, Kanam se relève et lui tire dessus comme un fou. Il modifie son arme, réduisant sa durée de vie pour augmenter la pression et la puissance de tir, ce qui permet à ses balles de transpercer l'armure de bois. Ils épuisent tous deux
leur sigil et s'écroule. Le fleuriste tombe le premier, offrant la victoire à Kaname. Celui-ci lui dit de l'achever, mais Kaname lui répond de mourir d'une maladie ou autre qu'il n'a aucun intérêt à tuer. C'est alors que Rian surgit par derrière, son arme braquée sur la tête du fleuriste. Elle lui demande le nombre d'anneaux dans le bâtiment et il lui dit qu'il devrait y en avoir environ 24. Ensuite, elle lui demande s'il savait que le chef du 8e clan participait aussi à l'événement. Elle ajoute que la majorité des joueurs puissants ont déjà collecté tous les anneaux de la zone et que la première étape de l'événement touche à sa fin. Cela signifie que le 8e clan les attaquera bientôt pour leurs anneaux et comme ils se sont épuisés ici, ils ne pourront ni se défendre ni riposter. Pour leur donner une chance, elle suggère de former un clan improvisé pour lutter contre le 8e clan afin d'augmenter leurs chances de survie. Après avoir formé leur clan de pillards, ils s'allongent pour se reposer et récupérer leur sigil. Kaname dort pendant 3 heures pendant qu'Eraji installe plus de barricades pour empêcher les autres d'entrer. Après le réveil de Kaname, ils se rassemblent tous à un seul étage et décident de parler au fantôme. Il lui offre 3 anneaux et le laisse de partir en échange de la promesse de ne pas leur être hostile pendant l'événement. Au début, il lui propose de rejoindre leur clan, mais il refuse de faire équipe avec le type des plantes qui l'a manipulé. Il s'enquiert des 2 autres joueurs avec lui et ils répondent qu'ils leur ont donné 3 anneaux et les ont laissés partir avec leurs blessures. Une fois tout cela réglé, ils commencent à parler de leur plan pour combattre le 8e clan et Ghost devient furieux en entendant leur nom. Il dit qu'il pourrait finalement rejoindre leur clan pour se venger de Wong. Kaname ajoute que Shuka sera bientôt là pour les rejoindre à l'hôtel, renforçant leur clan à 5 membres. Pendant ce temps, Igan et sa bande décident de se lancer à fond dans cette affaire d'hôtel et de s'attaquer à la bande de mauviettes solitaires pour s'emparer de leurs 20 anneaux. Pendant que vous réfléchissez à ce que je viens de dire, cela clarifie ses intentions. Wang décide d'attendre la nuit pour lancer une attaque à grande échelle avec plus de 20 membres de son clan, y compris des non-participants, afin d'éliminer les joueurs de l'hôtel et de s'emparer de tous leurs anneaux. Jusqu'à présent, il a collecté plus de 32 anneaux avec l'aide de son clan, et il veut en obtenir plus de 50 pour devenir le champion de l'événement et bénéficier des privilèges spéciaux rattachés à ce titre. De retour à l'hôtel, Kaname et les autres se rassemblent autour d'une table pour discuter de leur plan. Ils partageront les anneaux équitablement, la moitié des points revenant au fleuriste car il a fait le plus gros du travail à cette étape. De plus, ils attendront que le 8e clan les attaque, puis ils les intercepteront lorsqu'ils iront chercher les anneaux. Le fantôme retire son casque et révèle son nom, Ryuji. Il dit qu'il veut se venger de l'avis de Wang car ils ont un passé commun, puis demande s'ils tomberont dans le piège de ce plan. Rin répond qu'ils viendront à coup sûr, mais même s'ils ne viennent pas, ce sera une victoire pour eux car ils ont tous les anneaux nécessaires ici. Après cela, elle dit que quelque chose dans les règles de cet événement la dérange car les points ne sont pas attribués en fonction de la préciosité des pierres et cela semble vraiment contre nature. De plus, les règles ne mentionnent pas que les anneaux sont le trésor de cette chasse ou ce qui est requis pour terminer l'événement, ce qui signifie que le vrai trésor est ailleurs. Ryuji dit qu'il devrait en parler après s'être occupé du 8e clan, puis demande à Kaname des nouvelles de Shuka et si elle ne devait pas venir les rejoindre bientôt. Il dit qu'elle devrait arriver bientôt et vérifie ses messages, mais il est effrayé en recevant un message d'elle demandant de l'aide. De retour à la gare de Shibuya, nous voyons Shugo marcher dans la station souterraine, suivie par une fille aux cheveux blancs sans qu'elle ne la remarque. Elle scanne la zone à la recherche d'anneaux mais n'en trouve aucun. Elle pense qu'il pourrait y avoir encore des angles morts et continue d'avancer, sentant qu'on l'observe. Soudain, elle est attaquée par de l'eau, mais elle esquive à temps et se demande si c'est le sigil de quelqu'un. Elle se met à courir vers la sortie et trouve l'enfant aux cheveux blancs qui se tient là. Elle les attaque avec ses chaînes, mais l'eau devant eux gèle, stoppant son assaut. Elle utilise alors ses chaînes comme une foreuse pour percer, mais l'enfant gèle aussi, lui arrachant ses chaînes. Elle court alors vers l'autre sortie, mais l'eau commence à inonder la station et elle finit par se noyer avant d'envoyer un message à Kaname pour de l'aide. De son côté, Kaname décide d'aller l'aider et Ryuji le rejoint avec son arme. Shuka dit qu'elle les aidera depuis le toit en tant que sniper, tandis que le fleuriste tiendra le fort. Kaname et Ryuji sortent et notent que l'emplacement de Shuka n'est qu'à 5 minutes à pied d'eux, alors ils commencent à marcher prudemment vers elle, sans anneaux en main. Ils constatent qu'il ne reste que 168 joueurs sur 300. C'est comme un événement chic, tout Shibuya pour eux, avec des civils autour.
Kaname parle à Ryuji de son sigil. Il ne peut copier que des armes et objets basiques, pas les smartphones ou voitures. Il lui demande pourquoi il joue et quel est son sigil. Ryuji répond qu'il était là pour gagner de l'argent et que son sigil est nul, il lui permet de détecter les mensonges. Il maudit Riot pour leurs problèmes d'équilibrage. Ils arrivent qu'auprès de la station souterraine et trouvent l'enfant aux cheveux blancs. Ryuji leur dit de sortir, sinon le cinglé à côté de lui leur lancera une grenade. L'enfant sort et Kaname remarque qu'il a l'air encore plus jeune que Rin. Pendant ce temps, Rin trouve un code QR sur l'anneau et le scanne pour obtenir un code numérique. La fleuriste arrive et elle scanne tous les anneaux. Elle trouve différents numéros, mais certains anneaux ont les mêmes codes. Elle décide que le vrai trésor de cet événement est ailleurs et qu'il leur faudra tous les types d'anneaux pour obtenir le code complet et résoudre ce mystère. L'enfant dit à Ryuji qu'il n'a pas d'armes et qu'il ne les attaquera pas. Ryuji confirme qu'il dit la vérité et il le dépasse pour la station souterraine. L'enfant leur dit de ne pas y aller car c'est dangereux. Ryuji remarque qu'il leur cache quelque chose car il sait pertinemment qu'il y a un danger là-bas. Arrivé à l'escalier, il constate que tout est inondé. Kaname décide d'aller chercher Shuka. Il dit à Ryuji que s'il ne revient pas dans 5 minutes, il peut donner ses anneaux à l'enfant et retourner à l'hôtel. Une fois parti, Ryuji pointe son arme sur l'enfant. Il lui dit qu'il a déjà menti et qu'il ne veut pas avoir le sang d'un enfant sur les mains. Il lui demande tout ce qu'il sait sur l'eau de la station. Mais l'enfant utilise sa faucille, l'attaque avec l'eau d'une bouche d'incendie, gèle sa gâchette et s'enfuit. Mais Ghost décide de le poursuivre, sûr qu'il est lié à l'inondation et qu'il a des infos importantes. L'enfant court se cacher dans un bâtiment. Il s'avère qu'il souffre d'un trouble de la personnalité multiple. C'est le corps d'une fille, Sui, qui le partage avec l'âme de son frère, Shoda. Shoda a le sigil de glace, Sui celui de l'eau. Elle ne veut tuer personne, mais Shoda est plus réaliste. Il sait qu'ils doivent avoir les anneaux pour survivre. Ghost leur dit de sortir, il veut leur parler, mais Shoda répond « Bien sûr, on n'est pas dupe » et parle à Sui de comment vaincre ce type. Elle accepte de l'aider et utilise son sigil pour déplacer l'eau des égouts à côté de lui, mais Ghost esquive les pics de glace juste à temps et tire au hasard pour les faire sortir. Shoda élabore un plan. Il utilise son téléphone comme appât pour attirer Ghost dans le magasin. Il se dirige vers le rayon des boissons et trouve le téléphone par terre. Il se demande ce que l'enfant pense, mais il est soudainement trempé par l'eau des bouteilles et instantanément gelé. Shoda s'approche et dit que c'est la fin. Mais Sui lui arrête la main, disant qu'elle ne veut pas vivre si cela signifie tuer quelqu'un d'autre. Pendant ce temps, Kaname nage dans l'eau froide et tombe sur le mur de glace qui emprisonne Shuka. Il fait un trou dans le mur avec son arme, puis utilise son application pour la trouver. Il la sauve en nageant au-dessus de l'eau. Il essaie de la ramener à la raison, mais elle est inconsciente. Il se demande quoi faire, puis essaie de lui faire un massage cardiaque, ce qui la ramène enfin à elle. Quand elle se réveille, elle embrasse Kaname pour l'avoir sauvé et le remercie d'être venu. Elle lui dit qu'elle joue à ce jeu pour venger ses parents et tuer leur meurtrier. De plus, elle veut trouver et punir le créateur de ce jeu pour avoir joué avec la vie des gens. Kaname est d'accord, content qu'elle partage ses objectifs, y compris l'idée de faire chier le créateur de ce jeu stupide. Ensuite, il utilise son sigil pour lui créer des chaînes et elle utilise ses pouvoirs pour les faire sortir de la station souterraine. Bientôt, la nuit tombe, Wang prépare bombes et armes avec d'autres hommes pour envahir l'hôtel. Pendant les préparatifs, il scanne le code QR sur les anneaux et se demande comment gagner. C'est alors que la deuxième étape de l'événement commence, avec plus d'anneaux sur la carte. Wang décide de lancer son attaque sur l'hôtel. De nouveaux anneaux apparaissent sur la carte, dont des diamants et des émeraudes. Tout le monde reprend l'action, des combats éclatent partout. Kaname envoie un message à Rin sur la situation. Elle lui parle des codes QR et lui demande le code de l'anneau d'émeraude qu'ils ont eu de Sui. Kaname le fait et Rin dit qu'elle obtiendra le code de l'anneau de diamant pour le code complet. Pendant ce temps, Shuka et Sui s'affrontent. Sui s'excuse pour ses actions. Elle révèle qu'elle abandonne cette histoire de combat et qu'elle ne veut pas vivre au point de tuer les autres. Shuka teste ses dires avec une attaque, mais lui pardonne ensuite car ses manigances les ont rapprochés, elle et Kaname. Une vraie perverse masochiste. Ensuite, Sui sèche leurs vêtements avec son cigare et avoue être mauvaise avec ses pouvoirs, son frère étant plus doué avec son sigil de glace. Shuka l'invite alors dans leur clan, lui disant qu'elle n'a pas à se battre ou tuer si elle ne veut pas et qu'elle peut les aider avec le linge et le ménage.
Parlant comme une vraie esclavagiste, Sue accepte l'invitation et leur clan prend forme. Ghost dit que tout lui va tant qu'il peut éliminer Wang. Kaname le regarde et lui rappelle que leur but principal est de survivre, pas d'assassiner Wang et qu'il doit s'en souvenir. Il se demande quoi faire, puis reçoit le message de Ryan avec le code final. Il dit à Shuka qu'ils abandonnent leurs anneaux pour le vrai trésor du jeu afin de gagner l'événement. Il transmet le plan à Rin et leur dit de fuir l'hôtel pour les rejoindre. À l'hôtel, Rin informe Eraji du plan de Kaname et dit qu'elle part, car ils n'ont aucune chance contre 20 à 30 membres du 8e. Eraji répond qu'il a une fille de son âge, très malade, il lui faut beaucoup d'argent pour ses soins, il va donc finir le jeu avec les anneaux à points confirmés plutôt qu'une hypothétique chance de trésor. Il la laisse partir et reste à l'hôtel avec les 20 anneaux, posant plus de pièges pour les barbares. Les hommes de Wang entrent et attaquent les plantes à la bombe, menés par Sig, leur nouveau membre au sigil de feu. Il dit qu'ils prendront l'escalier plutôt que les ascenseurs piégés, mais que ça n'aurait été le cas que s'ils n'étaient pas là. Il entre dans un ascenseur disant qu'il va le tester et qu'ils le suivront une fois les pièges désactivés. Dans l'ascenseur, des lianes du toit l'attaquent, mais il utilise sa faucille pour les rôtir en légumes cuits. Aux étages supérieurs, il scanne la zone et remarque qu'ils ont dispersé les anneaux et peut-être fui pour sauver leur vie. Il envoie un message à ses coéquipiers, leur disant de prendre le même ascenseur, que c'est réglé. Ces hommes prennent 2 ascenseurs, mais dès que l'autre descend, ils sont surpris de voir Eraji sortir de son armure végétale et les tabasser. Il en attrape un et demande où est Wang, mais ils se révèlent être des idiots et se font exploser sans se soucier de leur vie. Finalement, Eraji les bat tous et reprend l'ascenseur pour Sig. Sig se demande ce qui retient ses amis, puis est surpris de voir Eraji monter ensanglanté et armuré. Il charge son sigil de feu et tous deux se préparent à se battre. Rin s'échappe et court vers Kaname et les autres. En chemin, elle s'interroge sur le but de l'admin du jeu et si, avec cet événement, ils ne se soucient plus de faire connaître leur jeu aux normaux. Cette pensée mise de côté, elle réfléchit au code qu'elle a obtenu de tous les anneaux. Elle pense qu'elle a eu du mal à trouver la relation entre les codes, mais a conclu qu'ils devaient être triés par dureté des gemmes. L'indice, Rubis et Saphir avaient le même numéro. Une fois arrangé, le code révèle les coordonnées du centre de l'événement, une station de Shibuya. Le vrai trésor doit y être caché. À l'hôtel, Eraji repense aux infos sur le clan 8th de Reen. Elle lui a dit de se méfier de Link et Sig, qui ont un pouvoir télékinétique et le contrôle des flammes. Sig est un pyromancien rare qui peut s'enflammer, le rendant le plus difficile à affronter avec son sigil végétal. Eraji tente de l'affronter, mais Sig annule ses attaques d'un coup de poing enflammé qui brûle son armure. Eraji s'enfuit, tentant de le ralentir avec des barricades, mais Sig les traverse. Il décide de l'attirer dans un piège avec des grenades cachées dans des lianes, mais avant de les déclencher, Ki arrive par la fenêtre, utilise son sigil télékinétique et le frappe, le renvoyant vers Sig. Pendant ce temps, Sig prépare un puissant coup de poing et transperce Eraji, le faisant rejoindre les rangs d'As, Obito, Rengoku et autres. Ses organes détruits, il tombe. Sig retrouve Ki et le remercie. Mais alors, Eraji, par amour paternel, revient à la vie en faisant pomper son cœur par ses lianes, déclenchant le piège à bombe. Il s'en sert comme diversion pour s'échapper, mais n'atteint que le rez-de-chaussée, qui protège Sig et lui-même. Ils descendent voir où est passé le jardinier. Ils le trouvent rendant son dernier souffle près de l'escalier. Dans ses derniers instants, il leur dit qu'il est heureux de voir leur culte mort et utilise ses plantes pour faire s'effondrer tout le bâtiment. À la station de Shibuya, Rin remarque plus de 20 personnes, normal car c'est le centre de l'événement. Même si d'autres connaissent les codes, elle est la seule à avoir celui de l'anneau de diamant. Elle se faufile pour chercher le trésor seule, mais y renonce dès qu'elle voit Wang et une vingtaine d'hommes fouiller la zone. Avec moins de 98 joueurs restants, elle se dit qu'il a dû appeler des membres de son clan extérieur au jeu. Impossible de chercher le trésor avec eux. Malgré tout, elle fait confiance à ses coéquipiers et décide de chercher plus d'informations. Elle s'infiltre et avance, mais se fait littéralement éteindre par un membre du clan avec la faucille d'un nez de loup. Il sent la fille, et je sais que vous vous demandez tous ce que ça fait. Pervers. Bref, Rian utilise sa faucille pour leur échapper, se fraye un chemin parmi la foule et prend de la distance en sautant les rails du train.
Ensuite, elle monte les escaliers et utilise sa capacité pour fuir, mais à sa surprise, Wong apparaît soudainement devant elle et la capture immédiatement. Il l'interroge sur tout ce qu'elle sait du trésor, mais elle dit ne rien savoir et n'avoir aucune bague à lui donner. Il la regarde comme un méchant d'anime typique, puis lui rappelle sa position en lui brisant le bras gauche. Il redemande et Rin dit qu'elle parlera. Elle commence à lui raconter une ancienne méthode de poison chinoise où l'on met des créatures non venimeuses dans un pot, les laissant se battre jusqu'à ce qu'une seule survive, censée être la plus toxique de toutes. Elle lui demande si ça ne lui rappelle pas lui-même, le roi du venin. Mais apparemment, Wang n'est pas fan de Marvel, il se met en colère et dit qu'il lui coupera les doigts un par un jusqu'à ce qu'elle révèle tout sur le trésor de l'événement. À ce moment, la chaîne de Shuka frappe au-dessus d'eux avec une grenade flash, étourdissant tout le monde, ce qui lui permet de sauver Rin et de l'amener de leur côté. Elle remercie Kanamae et les autres d'être venus à son secours, et ils se retrouvent tous face à Wong et son clan. Kanamae dit qu'ils ont des informations importantes sur l'événement et qu'ils aimeraient négocier, ou bien ils peuvent choisir de se battre et mourir. Les acolytes de Wyanner se moquent de leur proposition et disent que le 8e clan ne fait que prendre, qu'ils les tueront tous et n'en laisseront qu'un pour cracher tout ce qu'il sait. Sur ce, ils commencent tous à se battre, Ryuba tirant sur eux avec sa mitrailleuse, et tous ripostent. Rin emmène Kanamae et part chercher le trésor, tandis que Shuka et Sui s'associent pour appeler leur numéro et les figer sur place. À ce moment, Wang apparaît soudainement devant Shuka en plein air et brise ses chaînes, mais Ryuka intervient et commence à lui tirer dessus, disant que son véritable adversaire est là. Il sait que la capacité de Wang lui permet de se téléporter dans un rayon de 5 mètres et qu'il peut aussi couper n'importe quoi à moins d'1 mètre. Cela signifie qu'il est comme un épéiste capable de franchir instantanément un écart de 5 mètres. Donc s'il se bat à plus de 10 mètres, il aura l'avantage. Wang le trouve trop agaçant pour un personnage secondaire et envoie certains de ses hommes le distraire et le forcer à recharger. À ce moment, il utilise sa capacité, apparaît instantanément devant lui et lui coupe la main, le rendant gaucher à vie. Pendant ce temps, Kaname court avec Rin et lui dit de se concentrer sur le déchiffrage du code pour trouver le vrai trésor. Il laisse à Rin de l'espace pour réfléchir et après avoir fait travailler son esprit, sa capacité de recherche profonde s'active et elle devient Einstein. Après avoir plongé au plus profond de son âme et débité un jargon de geek, elle finit par déchiffrer le code et découvre sa signification et l'emplacement du trésor. Après ça, devant la gare, Wang s'apprête à faire du sashimi et de la liqueur de doigts avec Ryuba. Ryuga pense qu'il ne se laissera pas humilier ainsi et s'autodétruirait avec Wong pour en finir avec eux deux. Mais juste avant que quoi que ce soit n'arrive, Kaname arrive sur les lieux et dit à Wong d'arrêter. Il lui montre une clé et dit qu'il sait où est le trésor et qu'il veut échanger la clé contre sa sécurité. Wang le regarde et lui rappelle que leurs seuls accords sont prendre et prendre, donc ils ne le laisseront pas partir vivant. Ryuv utilise son signal et découvre que Kaname ment et bluffe juste pour attirer l'attention de Ryuga. Il pense que ça ne marchera pas et que Wang doit payer car c'est lui qui a tué son jeune frère. Wang lui dit qu'il ne le croit pas, mais Kanae éveille son intérêt en pointant son arme sur la clé et en disant qu'il la détruira s'il n'accepte pas sa proposition. Wang dit qu'il s'en fiche, mais Ryuva remarque que Wang est en fait intéressé et qu'il ment. Il dit que Kaname pourrait mentir et Kaname répond qu'il devra le croire sur parole et qu'il a découvert le trésor en déchiffrant le code des anneaux. Initialement, les anneaux les dirigent vers la gare de Shibuya, mais ils ont besoin du code de la bague en diamant pour savoir où le trésor y est caché. Il dit qu'incidemment, le code de la bague en diamant est 888001. Quand on le coupe en deux, il devient évident que le 888 fait référence à la statue de Hachiko près de la gare, car Hachi signifie 8. Il l'a confirmé en vérifiant la statue et en y trouvant cette clé. Après cela, il s'est demandé à quoi la clé pouvait servir, et après avoir réfléchi au code, il a réalisé qu'elle devait être pour un coffre-fort SECI à la succursale 1 de la Banque nationale. Pendant que Kanae explique le code à Wang, Ryum utilise son sceau et découvre que Kanae a inventé cette histoire de toutes pièces et qu'il n'y a pas un mot de vrai. Mais la question est de savoir s'il y croira. Pendant ce temps, Wan se demande si tout cela est vrai car ça semble plausible, mais il n'a aucune preuve pour le confirmer. Il pense ensuite aux milliards de yens de récompense des anneaux et se demande ce que pourrait être le trésor, car tout cela doit paraître insignifiant en comparaison. De plus,
Il y a aussi la rumeur d'obtenir un privilège spécial en gagnant l'événement et il s'y intéresse. Il dit à Kaname qu'il accepterait sa proposition mais qu'il ne lui épargnera que la vie et que Ryuba est exclu de cet accord. Kaname dit que cela lui convient car il n'a fait équipe avec lui que pour l'événement et peu lui importe s'il vit ou meurt. En entendant cela, Wang se met à rire et dit à Ryuga qu'il ne valait rien jusqu'à la fin. Cependant, Ryuga connaît la vérité. Kaname mentait grâce à son sceau. Il note qu'il doit créer une ouverture pour éliminer Wong et le remercie intérieurement. À ce moment-là, Kaname jette la clé vers Wong et dit que s'il ne lui fait pas confiance, il peut vérifier la clé lui-même. Wong ne pense à rien et s'avance pour attraper la clé, mais Kaname dit que tout cela n'était qu'un mensonge et que c'est juste la clé de son scooter. Et nous découvrons que le vrai code était pour le casier à côté de lui. Et Kaname profite de ce moment pour l'ouvrir et termine le jeu en trouvant le trésor. Une fois l'événement terminé, tout le monde est téléporté loin de l'emplacement, les rendant incapables de bouger, ne laissant derrière eux qu'une boîte à l'intérieur du casier. Il pousse finalement un soupir de soulagement et ouvre la boîte pour y trouver son smartphone. Le téléphone se met soudain à sonner et il le décroche pour trouver l'un des admins du jeu D de l'autre côté. Le gars se présente comme le constructeur de l'interface de l'application et dit qu'il est en quelque sorte un intermédiaire et lui parle des récompenses qu'il a gagnées pour avoir terminé l'étape. Tout d'abord, il a gagné 10 000 points comme récompense de base, dont la moitié était répartie entre ses amis. Il a gagné 1237 points supplémentaires pour sa survie, portant son total à 6 237 points. Pour mémoire, cela équivaut à près de 4 200 000 $ américains. Outre ces points, l'autre dit que Kaname a le privilège de faire exaucer l'un de ses souhaits, mais des choses impossibles comme ramener les morts à la vie ou devenir immortel sont hors de question. Il lui dit immédiatement qu'il veut quitter le jeu, mais l'autre ne le permet pas car cela va à l'encontre de son propre intérêt. Velve lui explique les deux façons de quitter raisonnablement le jeu, le terminer ou le tuer et supprimer complètement le jeu. Après avoir entendu tout cela, Kaname réfléchit à ce qu'il peut demander pour l'aider à passer à travers ce jeu sans avoir à tuer ou se faire tuer par d'autres. Une sorte de dissuasion pour les autres de rejoindre le jeu et de se préparer ensuite à faire sa demande. Après l'avoir écouté, l'hôte accepte d'accéder à sa demande et dit qu'en guise de pardon, il lui donnera le nom de son sceau qui est le dieu du feu et du fer. Après cela, il lui souhaite bonne chance et le téléporte également. 2 mois plus tard, les chaînes d'information dissimulent l'incident comme une sorte d'attentat terroriste responsable des dégâts dans la zone et affirment qu'elles ne savent toujours pas ce qui s'est réellement passé. À part ça, Kaname et ses autres amis ne sont pas venus à l'école depuis 2 mois et le gros garçon Yoda se demande où ils sont tous allés. Il décide de rendre visite à Kaname plus tard pour planifier les vacances d'été. De retour au manoir de Shuka, elle raconte à Sui l'histoire de 3 porcelets qui ont quitté leurs parents et ont décidé de vivre séparément dans des maisons différentes. Le plus jeune a construit sa maison en paille et un loup est venu et a mis en pièces de sa maison cassée et a mangé le cochon. Ensuite, il est allé au deuxième cochon qui avait construit une maison en bois, alors il y a mis le feu et a ensuite mangé le cochon rôti à l'intérieur. Finalement, il s'est rendu à la maison en briques avec un énorme marteau, a percé les murs et a également mangé le dernier gros. Sui note la morale de l'histoire selon laquelle, quoi qu'il arrive, si vous êtes un cochon, vous serez mangé vivant, alors ne soyez pas un cochon. Shuka dit qu'elle a tort et que la vraie morale de l'histoire est que s'ils cherchent à avoir une maison, ils devraient la construire avec des matériaux fragiles comme de la paille, du bois ou des briques, mais avoir un véritable bâtiment moderne pour appeler leur château. Alors que nous nous demandons tous de quel genre d'histoire il s'agissait, ils commencent à chercher des bâtiments à acheter pour leur clan et se demandent s'ils devraient finalement se débarrasser du 8e clan, car il pourrait s'avérer gênant à l'avenir. Pendant ce temps, la fille d'Eraji reçoit la visite d'un homme de la compagnie d'assurance qui lui remet un chèque de 300 millions de yens et lui présente ses condoléances pour le décès de son père. Elle refuse d'accepter cela comme un fait et lui dit de s'en aller. L'homme sort et rencontre Rin et lui demande si elle aurait la gentillesse de lui présenter Kaname, mais elle dit qu'elle n'est pas son manager personnel ou quelque chose comme ça et qu'il peut aller le voir lui-même dans son clan. Après son départ, la fille de Hiraji se précipite et pousse accidentellement Rin au sol. Elle s'excuse auprès d'elle puis lui parle du gars de l'assurance. Rin se présente comme une agente d'information appelée l'analyste et dit que si elle veut savoir quelque chose sur son père, elle peut la contacter. Après cela, la fille de Haraji, Suzume,
lui montre le chèque et lui demande s'il est réel. Elle lui dit de l'apporter à une banque et de le constater par elle-même, et pour tous ceux qui se demandent, il s'agit d'environ 2 millions de dollars américains. D'autre part, au Danjo Boxing Club. Ryu se fait soigner et repousse sa main grâce à Kate, qui est l'épouse du propriétaire du club, Danjo. Danjo dit que cela faisait partie de l'accord qu'il a conclu avec Kaname, puis dit que son club est un dojo de kickboxing normal, mais qu'il compte également environ 26 joueurs. En plus de cela, la raison pour laquelle il a rejoint le jeu était d'acquérir les pouvoirs d'un célibataire, et maintenant il est assez fort pour éliminer les chars, les ifigs un par un. Après cela, il se dirige vers Kaname qui a l'air un peu dérangé maintenant. Inukai l'aide dans son entraînement et Danjo lui dit qu'il a conclu leur accord pour guérir Ryuga et l'aider à devenir plus fort. Alors maintenant, ils peuvent parler de la proposition qu'il a apportée il y a 2 mois. Kaname dit qu'il est d'accord avec ça et dit qu'en tant que chef de clan, il veut former officiellement une alliance entre leurs clans. Danjo dit qu'il est d'accord avec ses objectifs et son éthique, mais une alliance exige que les 2 parties en bénéficient. Il veut donc le combattre en tête-à-tête pour voir s'il mérite de former une allégeance avec lui. Pour une fois, Kaname est enthousiasmé par un combat et accepte le défi. Pendant ce temps, Yoda se rend chez Kaname pour le rencontrer, mais y trouve Ki du 8e clan. Ki lui demande s'il est l'ami de Kaname et dit qu'il aimerait lui parler un moment. De retour au club de boxe, Danjo et Kaname se préparent à s'affronter dans une arène souterraine. Il s'avère que Danjo est le joueur de 4e rang sur l'échelle de classement du jeu D. Et il a remporté l'un des événements majeurs et a eu le privilège d'organiser des matchs d'exhibition avec Sigil en échange de points dans son dojo. Il semble être un bon gars, mais il veut s'assurer que Kaname est un allié digne et commence leur duel sans limite. Les seules règles sont qu'ils doivent de limiter les dommages au bâtiment au minimum et ne pas s'entretuer intentionnellement. Avec cela, Kaname commence le match en activant son sigil et en créant une mitrailleuse, mais Dandru charge comme un taureau et tente de l'enterrer dans le sol avec un lourd coup de poing d'en haut. Kaname recule pour esquiver l'attaque et se souvient comment Piccolo a entraîné Gohan. Sur ce, il commence à riposter en lui lançant quelques grenades à main, mais Danjo les traverse comme un Giga Chad et sort de la fumée avec un autre coup de poing puissant qui brise le sol sous eux. Il continue de s'enfuir et essaie de lui tirer dessus avec une arme de poing, mais Danjo réduit la distance entre eux et essaie de repousser son arme. Kaname répond en créant une lame et tente de le riposter. Dandru recule et demande si c'était son arme secrète, et Kaname répond qu'il a obtenu beaucoup plus d'où cela venait. Après cela, il crée une mitraillette Scorpion et commence à lui tirer dessus sans relâche. Dandru se cache derrière un pilier de ciment et le complimente pour sa polyvalence. Pendant ce temps, le public comprend Inukai, Kid, Ryuga et Rin. Rin note à quel point Kaname est devenu si fort en si peu de temps, et Ryuba dit qu'il ne se reposait pas seulement pendant que sa main guérissait, et il a présenté Kaname à un marchand d'armes pour mettre la main sur ses armes. Il s'avère que Rin sait tout et dit que même si c'est bien et tout, Kaname a utilisé toutes ses cartes tandis que Danjo n'a même pas encore activé son signal. À ce moment-là, Danjo se précipite derrière un énorme bloc de pierre. Il le ramasse et commence à courir vers l'avant avec lui comme bouclier et le jette sur Kaname pour l'abattre. Kaname tombe et Danjo profite de cette opportunité pour se mettre sur lui et dit que c'est la fin. Il crée une grenade dans sa main et dit qu'il va les faire exploser tous les deux. Cela fait relâcher Danjo son emprise et active son sigil, ce qui rend son corps super dur. Soudain, la grenade explose, se révélant être une bombe éclair. Kaname profite de cette opportunité pour s'éloigner de lui, puis pointe ses armes sur sa tête, disant qu'il est prêt à en faire plus. Danjo se lève et dit qu'il reconnaît Kaname comme un égal et accepte de former une alliance, mais dit ensuite qu'il semble qu'ils soient tous les deux prêts à s'amuser davantage dans ce combat. À ce moment-là, une fille avec un masque de renard apparaît soudainement devant eux et les coupe tous les deux. Kaname pense que c'est tout pour lui, mais tout semble normal. Danger semble la reconnaître comme la joueuse de premier rang, Liu, et dit que c'était son attaque à l'épée énergétique. Liu dit qu'elle aime Kaname et qu'elle a gagné un pari sur lui lors du dernier événement majeur. Elle dit qu'elle a décidé de le prendre pour elle et le kidnappe simplement du dojo en rendant ses amis inconscients avec sa technique d'épée énergétique. Après cet incident, Rin et Ryuga retournent à la maison de Shuka et lui racontent tout, ainsi qu'à Sui. Étant la maman qu'elle est, elle dit qu'elle n'a rien de tout cela
et qu'ils iront sauver leur chef et qu'elle est la seule à pouvoir avoir Kaname comme animal de compagnie esclave. Ils sont tous d'accord et commencent à les poursuivre grâce à la fonction de recherche du téléphone de Shuka. D'un autre côté, dans la voiture de Liu, elle a les mains liées de Kaname et lui dit qu'elle veut le former pour devenir un grand assassin parce qu'elle pense qu'il y a un grand potentiel en lui. Après cela, elle baisse les yeux et dit qu'elle vient d'un clan d'assassins vieux de 2000 ans. Récemment, son clan cherche un successeur et cela ne la dérangera pas de l'épouser d'ailleurs. Kaname pense qu'elle est folle et dit qu'elle doit être stupide pour penser qu'il acceptera une telle proposition. Après tout, Chupa est suffisamment fou pour qu'il puisse s'en occuper dans sa vie. Le vieil homme riche de tout à l'heure s'avère être son majordome, Saiming, et il lui dit qu'il semble qu'il soit pourchassé. Liu utilise le téléphone de Kaname pour appeler Shuka et lui dit de leur dire de se retirer car elle est sûre qu'il sait qu'ils ne peuvent pas la vaincre. Elle met le téléphone près de sa bouche et, à sa grande surprise, il leur dit de leur enfoncer la voiture ou autre, mais de faire en sorte que la voiture s'arrête quoi qu'il arrive. Liu dit qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit du genre à ne pas savoir quand arrêter, mais ce n'est pas quelque chose qu'elle n'aime pas. Kan-Ema dit qu'il est arrivé jusqu'ici sans tuer personne et qu'il n'a aucun moyen de suivre les ordres de quelqu'un qui ne sait que tuer les autres. Il lui dit qu'il rejoindra son clan ou deviendra son mari si elle parvient à se sortir de cette situation sans tuer aucun membre des Sunset Ravens. Pendant ce temps, Shuka et les autres s'approchent de leur voiture. Rin tente de tirer sur leurs vêtements avec son sniper mais ils sont par balles. Elle dit qu'ils devront les percuter, elle dit ensuite à Sui de lancer une bataille de clan contre Liu, d'utiliser le mode furtif du jeu dé et ils commencent à s'approcher. Shuka monte sur la voiture avec ses chaînes et se prépare à l'attaque, mais Liu sort et monte aussi sur le toit. Elle commence à l'attaquer, mais Liu l'arrête avec son épée énergétique. À sa surprise, Shuka se remet immédiatement de l'état de mort induit par la technique et continue de se battre. Liu dévie toutes ses attaques de chaîne avec son épée, puis elle recule après un duel sans vainqueur. Elle continue de se battre et Shuka parvient à faire tomber Liu du toit. Mais Liu l'a fait exprès pour placer une arme dans la voiture de Shuka et bloquer le pneu. Ryuba essaie de reprendre le contrôle de la voiture, mais ils perdent du terrain. Shuka saute, mais il semble qu'elle n'y arrivera pas. Kaname intervient et lui lance des conteneurs remplis de liquide. Shuka utilise ses chaînes pour les faire exploser. Shota utilise son signal, gèle le pneu de Liu et le fait exploser. Les deux voitures s'arrêtent et les passagers sortent. Kaname déclare sa victoire, mais Liu demande si c'est vrai car elle est là et Shuka est suspendu au loin. Mais Simon intervient et dit qu'ils ont perdu car leur voiture est cassée. S'il va changer le pneu, Shugo serait libre de bouger et Liu ne pourra pas prendre Kaname sans la tuer. Liu est un peu déçu mais accepte et déclare la victoire des Sunset Ravens. Kaname lui dit de former une alliance avec son clan si elle veut travailler avec lui. Elle répond qu'elle ne se souvient pas d'avoir promis quoi que ce soit. Après cela, elle dit qu'elle rejoindra son clan à la place et jugera par elle-même s'il est un homme digne d'elle. Évidemment, personne n'est content, surtout Shuka. Mais Kaname l'autorise à condition que si Liu les trahit un jour, elle le trahisse lui en premier avant de nuire à tout autre membre du clan. Liu promet et ainsi, les Sunset Ravens gagnent Liu et Saiming comme nouveaux membres. On parle d'un harem surpuissant. Pendant ce temps, Wang et son clan ont mis la main sur Yoda et l'ont privé de sa capacité à jouer de la guitare en lui coupant tous les doigts. Ils font un message vidéo et l'envoient à Kaname, lui disant de venir les rencontrer, sinon son ami perdra la capacité de marcher. Kaname reçoit la vidéo et perd complètement la tête. Il pense qu'il est responsable de l'enlèvement du pauvre Yoda et qu'il a maintenant perdu tous ses doigts. Comment pourra-t-il avoir une petite amie maintenant ? Il commence à frapper le mur enragé, mais Ryuga le calme et lui dit d'y penser rationnellement. Ils envoient Rin recueillir des infos sur la cachette de Wang. Son ami Kotori du clan Icy Crown les repère. Kotori révèle qu'il se cache dans un entrepôt près de la baie et qu'il leur reste environ 12 à 15 membres. Parmi eux, le chef Wang et Ki sont des utilisateurs de sigil notables, tandis qu'il n'y avait aucun signe du démon de la flamme Sig. Rin se demande si Eraji a finalement vaincu Sig, puis retourne à leur base pour élaborer un plan. Avant de partir, Kotori fait une demande et dit qu'elle veut rejoindre leur clan. Rin dit qu'elle ne pense pas que ce serait juste, mais qu'elle transmettra la demande au chef quand même. Plus tard ce matin-là, Wang attend Kaname et regarde son ami obèse pleurer par terre, les mains sans doigts. Il dit qu'il sait que Kaname est un sentimental qui ne laissera personne mourir à cause de lui,
Peu importe si ce gros est un étranger qui ne le connaît même pas. Soudain, un membre du clan arrive et lui dit qu'ils sont encerclés par les flics et le SWAT. Wang se demande pourquoi cette chair à canon est là et envoie Ki s'occuper de tous. Après cela, il se rend lui-même à l'entrée arrière et fait du sashimi avec les flics qui tentent de s'infiltrer par derrière. Pendant ce temps, Shuka suit le plan et dépose silencieusement un téléphone devant Yoda. Kaname est au téléphone de l'autre côté et lui dit de cliquer sur le lien pour rejoindre le jeu de Darwin et de le faire même s'il doit utiliser sa langue, son nez ou ses pieds. Yoda essaie mais finit par couper accidentellement l'appel. Après cela, il essaie encore et parvient finalement à cliquer sur le lien et obtient son propre signal. Il s'avère que c'est un pouvoir surpuissant pour déplacer des objets par la pensée et il l'utilise pour se libérer. Bientôt, un membre du clan s'approche pour l'abattre selon les ordres de Wang, mais Yoda le jette comme une poupée de chiffon et pense que Kaname voulait qu'il utilise ce pouvoir pour s'échapper. Il commence à semer le chaos à l'intérieur jusqu'à ce que Wang entre et lui montre qui est le vrai chef. Au même moment, Kaname, pensant que Yoda n'a rien fait, décide de foncer dans le bâtiment avec la voiture pour le secourir de force. Il dépose Ryan et Sui, puis fonce vers l'entrée principale mais s'arrête devant Ki. Il s'avère qu'Inukai est aussi là en renfort, il descend et dit qu'il s'occupera de Ki. Ryuga et Kaname entrent pour secourir Yoda. Dehors, Inukai affronte Ki et révèle tout savoir sur lui. Il était demi-finaliste au championnat de karaté du Japon et aurait gagné s'il n'avait pas tué son adversaire par accident. Il ajoute qu'aujourd'hui, il a tué tant de flics et ne comprend pas pourquoi un homme comme lui est devenu le toutou de Wang. Qui dit qu'il ne comprendra jamais la grandeur de Wang. Il explique qu'après l'accident, la famille de son adversaire l'a traité de criminel. Il a arrêté le karaté, mais la douleur persistait. C'est là que Wang l'a aidé, l'éclairant avec sa sagesse du guide du sashimi de Wang Chang Santin, lui disant qu'il souffrait de n'avoir tué qu'un homme et que dans ces situations, il fallait tuer plus, car la mort dilue la mort. Et quand il a commencé le jeu, sa douleur et son angoisse ont disparu, comme Wang le lui avait dit. Quelle idiotie! Après avoir écouté cet idiot, Ki note que son QI a baissé de 2 points et décide de se battre tout de suite. Il le défie officiellement via l'application du jeu et commence le combat par un coup de pied, mais Ki le bloque avec un coup de poing à champ de force. Inukai recule, se demandant à quel point ce type est fort. Il met ses lunettes et active son propre signal. Son signal est la super vitesse, alors il se déchaîne sur Ki avec ses combos d'arts martiaux rapides. Pendant ce temps, Rim élimine des membres du clan et guide Sweetie pour qu'elle utilise son sigil et déplace l'eau de l'océan permettant à Shota de geler les autres. Après avoir géré la chair à canon, ils se dirigent vers le point B. Il semble qu'ils vont remporter une victoire totale sur le 8e clan. Pendant ce temps, Kaname et Ryuga se retrouvent face à Wang et certains de ses hommes. Ils lui demandent où est Yoda. Wang répond qu'il a déjà renvoyé son ami. Il lui dit ensuite de se retourner et de regarder. Kaname se retourne et trouve une boîte derrière lui, d'où s'écoule du sang. Il ouvre la boîte avec une expression horrifiée pour y trouver le cul coupé de Yoda. Il pleure son ami, puis se souvient de tous ceux qui sont morts sous sa garde. Il arrête soudain de pleurer et Wang pense l'avoir enfin brisé. Il recule et dit à ses hommes de les achever, ce n'est plus amusant. Mais Kaname se retourne soudain et abat son homme d'un coup de pistolet, marquant son premier meurtre direct de la série. Cela surprend tout le monde. Kaname dit qu'au début, il pensait que tout le monde dans le jeu était forcé de tuer pour ne pas mourir, mais qu'en réalité, Wang et les siens n'étaient que des ordures humaines qui tuèrent les autres, qu'ils jouent ou non. Avec cette réalisation, il abandonne sa nature douce et abat froidement d'autres hommes avant de dire à Wang de reprendre ses esprits et de se battre sérieusement. Wang, agacé par son expression confiante, saute sur lui avec son pouvoir, mais est poignardé dans le dos par Shuka. Elle dit que c'est un cheval à un tour qui ne sait se battre qu'avec le même combo et l'attire sur le toit. Pendant ce temps, les hommes de Wang les encerclent, mais Kaname porte son armure scénaristique et nous savons tous ce que cela signifie pour les PNJ d'en face. Il les massacre comme du bétail, puis laisse Ryuga achever les survivants. C'est un des moments clés où l'on voit le potentiel d'assassin en Kaname dont Louis parlait. D'autre part, Shuka saute dans l'entrepôt et se cache de Wang. Wang descend et l'interpelle en insultant Kaname. Entendant ses fantasmes dégoûtants, Shuka sort et lui demande si sa mère l'a chié et oublié de tirer la chasse. La voyant devant lui, Wang dit qu'il a fait ses recherches sur elle aussi, et qu'elle est une rancœur comme lui.
Il dit que son sigil lui permet de contrôler ses chaînes, puis saute pour l'attaquer de front. Shuka l'attaque avec ses chaînes, mais il les coupe avec son signal. Mais au lieu d'avancer, il tombe face contre terre et remarque sa jambe coupée au sol. Il pleure comme une fillette et dit qu'il va la tuer, puis se téléporte derrière Shuka. Il utilise ensuite son sigil pour lui trancher le cou, mais tombe en arrière avec sa propre main au sol et se demande ce qui s'est passé. Son esprit s'emballe, il pense à un bug du jeu ou à un nouveau sigil supérieur à son propre sigil de découpe spatiale. Shuka se retourne et lui demande s'il est prêt à perdre les 2 derniers membres qu'il lui restent. Il remarque que tout l'entrepôt est couvert de pièges à fils. Shuka révèle qu'elle avait installé ses fils fins à l'avance et que c'est Wang lui-même qui s'est coupé les membres en s'approchant d'elle. Il dit qu'on ne peut pas couper des os avec des fils. Elle répond que c'est vrai, mais son sigil contrôle tout fil, y compris les siens, et elle l'a fait vibrer comme une scie sauteuse électrique pour le couper comme du beurre. Après ça, elle l'attache avec des fils et lui demande s'il est prêt à mourir. Mais Wang utilise son coup secret et échange sa place avec Zuka, la piégeant dans les fils et se libérant. Ça ne change rien car c'est elle qui tient les extrémités. Pour le punir, elle lui coupe aussi l'autre jambe avec une seule main restante et Shuka s'approchant pour l'achever. Il utilise son sigil à pleine puissance et pour la première fois réussit à se téléporter à 100 mètres dans le ciel. Il utilise à nouveau son pouvoir pour amortir sa chute et se félicite d'être le héros du jeu ayant échappé à la mort. Mais il lève les yeux avec effroi quand Ryuga et Kaname s'approchent et lui demandent s'il est prêt à mourir. Wang panique, déclare accepter sa défaite et envoie plus de 1800 points à Kaname. Kaname dit que ce n'est pas assez pour le laisser en vie. Il révèle avoir utilisé son privilège pour une fonction poker spéciale, lui permettant de miser ses jetons et changer sa mise à tout moment. Il explique que comme au poker, un all-in oblige les adversaires à suivre. Il a gagné plus de 8000 points, son clan est fichu. Il reçoit tous les points des 8 membres du clan, les ruinant. Dans la théorie de Darwin, l'évolution existe et de nos jours, l'argent parle. Sans aucun point, tout son clan perd la partie et tous sont téléportés, démembrés. Quelques jours plus tard, après ces péripéties, les Sunset Ravens achètent un immense bâtiment pour leur clan et conquièrent les zones environnantes comme leur territoire. Ils prennent le territoire de Wang et des Nobody, déclarant que tout joueur de Darwin's Game sur leur zone sera tué. Ils ne tuent qu'en cas de nécessité, laissant les contrevenants blessés à vie pour diffuser leur message. Leur influence dépasse Shibuya et s'étend sur toute la région de Kanta. C'est le premier pas de Kaname et Shuka pour mettre fin à ce jeu fou. Ils grandiront jusqu'à trouver le créateur et lui loger une balle dans la tête. Et c'est ainsi que la saison 1 de Darwin's Game se termine.